Bienvenue pour cette exploration, disons cette plongée dans les sources qu'on a reçues sur un sujet assez technique, hein, l'escalade de privilèges. Tout à fait. On va essayer de décortiquer ensemble les techniques, les outils essentiels qui ressortent, que ce soit sous Linux ou Windows. Oui. L'idée, c'est vraiment de saisir les concepts clés, les méthodes les plus courantes qu'on trouve dans ces documents. Absolument. Et l'objectif, c'est pas juste de faire une liste de commandes, hein. C'est plus de comprendre la logique derrière tout ça. Oui. Comment on identifie une faiblesse potentielle et puis quel levier on peut utiliser pour gagner en accès. Ces sources nous donnent un aperçu assez pratique, je trouve. Alors, commençons peut-être par Linux. C'est souvent le terrain de jeu initial pour apprendre. Oui, c'est classique. Et ses passwords. Bien sûr. Et less et grep sont aussi cités comme indispensables pour fouiller un peu partout. Mais c'est find qui semble ouvrir des portes plus intéressantes, non? Exactement. La commande find -perm -4000 -type F, elle revient souvent. D'accord. Parce qu'elle cible spécifiquement les fichiers avec le bit suid. Et ce suid, c'est assez fascinant comme mécanisme. Ah oui, Ça permet d'exécuter un programme avec les droits du propriétaire du fichier et non pas avec ses propres droits d'utilisateur. d'accord, je vois. C'est essentiel pour des tâches légitimes, hein, comme changer son mot de passe avec USR bin password. Mais le risque, et c'est souligné dans les sources, Oui, c'est quand ce pouvoir est donné à un programme qui serait vulnérable ou juste mal configuré. C'est souvent une des premières choses qu'un attaquant va chercher. intéressant de voir comment un mécanisme utile à la base peut devenir une faille. Les sources parlent aussi d'étapes plus simples, comme le décodage, base64 avec base64-D. Oui, ou OpenSSL base64-D. Voilà. Ou même du ROT13 via TRER. Ça semble être des obstacles assez mineurs, non? Oui, souvent, ce sont juste des étapes intermédiaires, quoi, pour obscurcir un peu l'information, mais ça ne résiste pas longtemps. D'accord. Plus spécifiquement pour l'escalade elle-même sous Linux, les sources mettent en avant des scripts comme Linenum ou LSE, Linux Smart Enumeration. Ok, linenum/LSE. Voilà, eux, ils automatisent la recherche de ces configurations un peu faibles, justement. Les SUID, les tâches cron mal sécurisées, on y reviendra peut-être. D'accord. Metasploit aussi cité, mais c'est plus un framework global pour l'exploitation en général. Oui, c'est une boîte à outils énorme. C'est ça. Et pour casser les mots de passe hachés qu'on aurait pu récupérer, la référence citée, c'est John the Ripper. John the Ripper, oui, classique. Voilà, faut bien les distinguer d'outils purement réseau comme Nmap ou Wireshark, qui sont mentionnés mais pour d'autres phases, l'analyse réseau, etc. D'accord, c'est clair. Et côté Windows alors? Les sources montrent que les outils changent évidemment, mais la démarche de collecte d'infos, elle reste un peu similaire, non? Avec systeminfo, ipconfig. Oui, NetUser pour voir les utilisateurs, ARP-A pour le cache ARP, Ski, Query pour lister les services. La base de la reconnaissance système en fait. Voilà, et ensuite, pour trouver l'exploit qui va bien, des outils comme Windows Exploit Suggester sont mentionnés. C'est ça. Ça aide à faire le tri parmi les patchs manquants et les exploits connus. Et pour l'escalade elle-même, sous Windows, une technique phare qui est abordée, c'est l'abus des jetons d'impersonnation. Ah, les jetons, expliquez-nous un peu. Pour faire simple, on peut imaginer ces jetons comme des badges. Des badges d'accès temporaire qu'un processus peut avoir. D'accord. Et certains outils, comme le fameux potato.exe et toutes ses variantes, Juicy Potato, Rotten Potato, Oui, on entend souvent ces noms. voilà, ils sont conçus pour exploiter des situations où un service, même avec peu de droits, peut réussir à voler ou à créer un jeton avec des privilèges très élevés, souvent ceux de système. Ah oui, carrément système. Oui, et ça même en partant d'un accès assez limité au départ. C'est une méthode assez spécifique à l'architecture Windows. Ce concept de badge temporaire, ça clarifie bien le truc. Hmm. Les sources insistent aussi pas mal sur la partie réception de la connexion une fois l'exploit réussi, Hmm. avec la configuration d'un listener dans Metasploit via exploit multi-handler. Il faut bien préciser son adresse, lhost, et le port, lport. Tout à fait. C'est l'étape indispensable pour récupérer ce qu'on appelle le reverse shell, la connexion inverse qui donne le contrôle. Exactement, le reverse shell. C'est la porte d'entrée une fois que l'exploit a fonctionné de l'autre côté. Et il y a d'autres techniques mentionnées, plus générales peut-être?
Oui, sous Linux par exemple, un classique, c'est d'exploiter une tâche planifiée, un cron job, qui tourne avec des privilèges élevés, Mhm. mais qui exécute un script sur lequel l'utilisateur a des droits d'écriture. Ça, c'est une erreur de configuration courante. Ah oui, on modifie le script et on attend qu'il s'exécute avec les droits root, Exactement. Ou alors, manipuler les variables d'environnement. comme pass. Oui, PAT pour faire exécuter un programme différent de celui prévu, ou LDP Reload sous Linux pour forcer le chargement d'une bibliothèque malveillante au démarrage d'un programme légitime. Ce sont aussi des pistes évoquées dans les sources. D'accord. Et bien sûr, on n'a pas parlé en détail du cassage de mots de passe. Récupérer un hash. Oui, Par exemple, depuis etc Shadow, sous Linux, si on y a accès, ou par d'autres moyens sous Windows. comme l'extraction depuis la SAM ou via des attaques type Mimikatz. Voilà. Et utiliser un outil comme John the Ripper avec une liste de mots, un dictionnaire. C'est ça, pour retrouver le mot de passe en clair. C'est une méthode fondamentale. L'outil hash chaque mot du dictionnaire et compare le résultat au hash cible. C'est souvent une course contre la montre. Et la qualité du mot de passe, évidemment. Bien sûr. Donc, pour résumer un peu tout ça, ces documents nous donnent une cartographie assez large finalement. Oui, On a les commandes de base pour l'énumération sur les deux OS, du décodage simple, des outils clés comme Linenium, LSE, Metasploit, John the Ripper, Potato.exe pour Windows, mhm, et surtout des concepts cruciaux comme le BitSUID, les jetons Windows, l'importance des tâches planifiées, des variables d'environnement, des permissions. C'est vaste. oui. Et au-delà des outils spécifiques, ce qui est vraiment mis en lumière, je trouve, c'est l'importance de comprendre comment ces systèmes fonctionnent vraiment en profondeur. Oui, les mécanismes internes. C'est ça. Les permissions, les services qui tournent, les variables d'environnement. Chaque petit détail de configuration peut devenir, parfois de manière assez inattendue, un point d'entrée ou un levier pour une escalade. La curiosité est une compétence clé en somme. Je pense, oui. La curiosité sur les mécanismes internes est au moins aussi payante que la connaissance d'un exploit précis. Et ça nous laisse d'ailleurs peut-être avec une question, non? Est-ce que la complexité qui ne cesse de croître dans nos systèmes, est-ce qu'elle ne crée pas par nature un terrain fertile pour de nouvelles formes d'escalade, même quand on pense avoir tout sécurisé? C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup.